sur Al-Oula, bonsoir et bienvenue dans ce premier rendez-vous d'information de la soirée. Voici le sommaire. Le président des États-Unis d'Amérique adresse un message à Sa Majesté le roi Mohammed VI à l'occasion de la fête du trône, où il réaffirme la reconnaissance par les États-Unis d'Amérique de la souveraineté marocaine sur le Sahara et leur soutien à la proposition d'autonomie marocaine sérieuse, crédible et réaliste comme la seule base pour un règlement juste et durable à ce différend. Nous en ferons le décryptage avec Moustapha Tossa, analyste politique. Fête du trône, 2 rencontres de travail ont été tenues hier à Tétouan conformément aux hautes orientations contenues dans le discours royal. La première a réuni le ministre de l'Intérieur avec les walis et les gouverneurs responsables à l'administration territoriale et aux services centraux du ministère de l'Intérieur. Et la seconde rencontre a rassemblé les responsables de différents départements ministériels à l'agenda la mise en œuvre d'une nouvelle génération de programmes de développement territorial. Puis, comme tous les samedis, vous aurez rendez-vous avec votre escale culturelle hebdomadaire. Jusqu'au dernier souffle, c'est l'intitulé du roman qui paraîtra dans quelques jours aux éditions La Croisée des Chemins. Habiba Touzani dépeint avec justesse le parcours d'un enfant jugé différent, une plongée bouleversante dans l'univers clos d'un enfant atteint d'autisme. Une œuvre touchante, engagée et pleine d'espoir à découvrir dans ce journal en compagnie de l'autrice Habiba Touzani et l'invité de l'escale culturelle. À la une de ce journal, ce message fort de Washington à l'occasion de la fête du trône. Le président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, a adressé un message à Sa Majesté le roi Mohammed VI où il réaffirme la reconnaissance par les États-Unis d'Amérique de la souveraineté marocaine sur le Sahara et leur soutien à la proposition d'autonomie marocaine sérieuse, crédible et réaliste comme seule base pour un règlement juste et durable de ce différend. Dans son message adressé au souverain, Donald Trump exprime ses félicitations au nom des États-Unis d'Amérique à Sa Majesté le roi et au peuple marocain. Donald Trump affirme, je cite, que les États-Unis d'Amérique attachent une grande importance au partenariat fort et durable qui nous lie au Maroc. Ensemble, nous œuvrons à faire avancer nos priorités communes en faveur de la paix et de la sécurité dans la région, notamment en nous appuyant sur les accords d'Abraham, en luttant contre le terrorisme et en élargissant le champ de la coopération commerciale qui profite à la fois aux Américains et aux Marocains, écrit Donald Trump. Le président américain dit par ailleurs se réjouir d'avance de pouvoir poursuivre sa collaboration pour la promotion de la stabilité, de la sécurité et de la paix régionale. Pour un décryptage, Moustapha Tossa, journaliste, éditorialiste et analyste politique, nous rejoint en direct depuis Paris. Moustapha Tossa, bonsoir. Nous le disions à l'instant, Donald Trump réaffirme noir sur blanc le soutien américain à la souveraineté marocaine sur le Sahara. Cette position claire intervient à un moment hautement symbolique pour le Royaume, la fête du trône. C'est un signal politique et diplomatique fort en faveur de notre intégrité territoriale. Oui, que le président américain Donald Trump choisisse la fête du trône pour réaffirmer le soutien à la marocanité du Sahara n'est pas un hasard. Tout le monde sait que la fête du trône est un moment très important dans la vie politique de la nation marocaine et que tout ce qui s'est dit à cette occasion a un impact majeur aussi bien en interne qu'à l'international. Alors forcément, c'est un moment solennel où Donald Trump et l'Amérique réaffirment le soutien à la marocanité et la reconnaissance de la marocanité du Sahara. Alors 2 petites remarques sur ce sujet. La première, c'est que les autorités marocaines n'avaient aucun doute sur ce positionnement puisque depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, il y a eu énormément d'occasions, que ce soit de la Maison-Blanche elle-même, du ministère des Affaires étrangères, le département d'État, les ambassadeurs ont tous eu l'occasion de dire et de formuler ce soutien à la marocanité du Sahara. Alors peut-être qu'il faut saisir ce message dans son impact régional. Il y avait un certain nombre de milieux qui commençaient à nourrir le désir et l'espoir de voir l'administration américaine revoir sa position sur ce sujet-là. Alors Donald Trump est venu dire l'irréversibilité de la position américaine. Ce l'est de manière irréversible
irréversible ce soutien de l'Amérique à la Marocanité du Sahara. Alors c'est un message très fort sur le plan régional parce qu'il va pouvoir permettre à certaines perspectives de se dérouler maintenant que le positionnement américain est d'une clarté limpide au profit du Maroc. Ça va tout ça, que nous dit ce message sur les perspectives du partenariat stratégique entre Rabat et Washington ? Alors, dans le message de Donald Trump, il y avait des mots bien choisis pour souligner l'importance qu'accorde l'administration de Donald Trump et qu'accorde l'Amérique à son partenariat avec le Maroc, aussi bien sur le plan de l'investissement commun, sur la stabilité régionale, sur l'essor économique, sur les investissements dans les projets structurants dans cette région. Et ça nous renseigne que Donald Trump et l'Amérique sont déterminés à renforcer de manière inédite leur partenariat avec le Maroc, à lui donner une ampleur du jamais vue dans cette alliance entre le Maroc et les États-Unis. Et ça, c'est une excellente nouvelle pour le Maroc d'avoir comme allié principal les États-Unis d'Amérique qui veulent investir dans la paix, dans la prospérité de cette région en comptant beaucoup sur le Maroc comme une puissance régionale, méditerranéenne et africaine. Un soutien américain irréversible donc à la marocanité du Sahara, la première cause nationale qui occupe justement une place centrale dans le discours royal prononcé à l'occasion de la fête du trône. Sa Majesté le Roi a salué l'adhésion croissante de plusieurs pays, dont le Portugal, à la proposition marocaine d'autonomie. Cette proposition qu'il a rappelée comme étant la seule et unique solution sérieuse et crédible pour mettre fin à ce conflit artificiel. Une reconnaissance qui, selon le souverain, conforte la justesse et la légitimité de l'initiative marocaine et inspire, je cite, honneur et fierté, soulignant ainsi la portée stratégique de ce soutien sur la scène internationale. Le discours royal s'est aussi distingué par la main une nouvelle fois tendue à Alger, un message fort de fraternité et d'ouverture sur le voisinage immédiat au service des deux peuples. Retour à vous, Mustapha Tossa. Nous venons de le rappeler, le message royal salue le concert des nations qui se rallient à la juste cause nationale. Quel impact aura cet enchaînement de soutien de grandes puissances internationales au plan marocain d'autonomie sur l'évolution du dossier ? Alors cet enchaînement heureux pour le soutien de la marocanité du Sahara, les dernières évolutions ont été du côté britannique, un tournant majeur, du côté portugais, une immense avancée. Toutes ces positions pro-marocaines vont participer à créer une atmosphère positif pour le Maroc au sein des Nations Unies. Il ne faut pas oublier que nous sommes à la veille d'un rendez-vous extrêmement important, celui d'octobre, où on s'attend à ce que tous ces reconnaissances et ces soutiens pour le plan marocain puissent se traduire dans le marbre de la légalité internationale et qu'il y ait des résolutions des Nations Unies reconnaissant ouvertement, sans qu'il y ait la moindre confusion, la marocanité du Sahara. Donc on s'attend à ce que toutes ces prises de position de tous ces pays puissent convaincre ceux qui hésitent encore, notamment les deux autres membres du Conseil de sécurité, à savoir la Chine et la Russie, pour franchir ce pas et reconnaître eux aussi la marocanité du Sahara. D'ailleurs, dans son discours, Sa Majesté le Roi tend une nouvelle fois la main vers l'Algérie. C'est une invitation à une solution consensuelle qui sauve la face à toutes les parties où il n'y aura ni vainqueur ni vaincu. Ce sont là les mots de Sa Majesté le Roi. Pensez-vous que le voisin de l'Est saura saisir la quintessence de ce message d'ouverture et de fraternité ? Alors, ce qu'il faut dire, c'est que dans les médias et dans les réseaux sociaux, on ne parle que de cette démarche royale qui tient absolument à tendre la main de la réconciliation aux voisins algériens, à tenter de lui sauver la face, à faire en sorte qu'il n'y ait pas de vainqueurs et de vaincus. Et cette démarche est très louée dans les réseaux sociaux et dans les médias parce qu'elle vient, elle a un côté seigneurial et un côté royal proposé au régime algérien. Maintenant, toute la question de savoir est-ce que ce régime va saisir cette main tendue. En tout cas, ce régime algérien se trouve à la croisée des chemins, ou bien il monte dans le train de la réconciliation, de la stabilité,
de la construction commune des projets communs avec le Maroc, ou bien il reste éloigné et refuse cette main et se condamne lui-même à une solitude et à un isolement de plus en plus important. Il y a une vraie pression sur le régime algérien pour qu'il fasse le bon choix historique et profite de cette main royale tendue pour la réconciliation régionale entre Rabat et Alger. Mostafa Tossa, éditorialiste et analyste politique, merci pour tous ces éclairages. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis Paris. Toujours dans le cadre de la célébration du 26e anniversaire de l'accession de Sa Majesté le roi Mohammed VI au trône de ses ancêtres, le ministre de l'Intérieur, Abdel-Wahid Ftit, a tenu hier à Tétouan une rencontre de travail avec les walis et les gouverneurs responsables à l'administration territoriale et aux services centraux du ministère de l'Intérieur. À l'ordre du jour, les hautes orientations royales contenues dans le discours du trône de ce 29 juillet. Une véritable feuille de route pour l'ensemble des composantes du ministère de l'Intérieur en vue de s'acquitter des différentes responsabilités qu'impose la gestion de la chose publique. Je vous propose la lecture du communiqué du ministère de l'Intérieur en compagnie de Nisrel Hamdawi. Cette rencontre s'est déroulée en présence du général de corps d'armée commandant la gendarmerie royale, du directeur général de la Sûreté nationale et de la surveillance du territoire, du directeur général des études et de la documentation, du délégué général à l'administration pénitentiaire et à la réinsertion, du général de division, inspecteur des forces auxiliaires, du général de brigade, directeur général de la protection civile et du général de brigade, inspecteur des forces auxiliaires. La rencontre de travail a été l'occasion de s'arrêter sur les hautes orientations royales contenues dans le discours du trône le 29 juillet 2025. Discours qui constitue une feuille de route pour l'ensemble des composantes du ministère de l'Intérieur en vue de s'acquitter des différentes responsabilités qu'impose la gestion de la chose publique, ainsi qu'une véritable source de motivation pour poursuivre l'engagement envers les questions sociales dans l'ensemble des régions, préfectures et provinces du royaume. Dans ce sens, l'accent a été mis sur l'importance du modèle de développement des provinces du Sud, ainsi que sur les mutations majeures qu'il a entraînées dans ces chères provinces, aussi bien en termes d'infrastructures que de projets de développement, de valorisation des ressources naturelles et d'investissement des retombées au service de la population locale. Prenant en considération la haute vision royale érigeant en priorité majeure la sécurité des citoyennes et des citoyens pour relever l'ensemble des grands enjeux, la rencontre a constitué l'occasion pour passer en revue les défis sécuritaires et les efforts énormes et soutenus déployés par les services de sécurité, tant au niveau de l'intervention proactive pour déjouer les plans terroristes visant la sécurité du pays qu'au niveau de la lutte contre toute forme de criminalité. Par ailleurs, les services du ministère de l'Intérieur ont exprimé leur ferme engagement à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le succès des prochaines échéances électorales, selon une approche participative, associant les instances partisanes, tout en veillant à garantir la transparence de l'ensemble du processus électoral. Dans le siège de ces défis majeurs, ce rendez-vous annuel important a été l'opportunité de débattre de divers chantiers vitaux, dont la poursuite des efforts visant à permettre aux régions d'exercer leurs compétences propres, notamment les mesures à prendre pour amorcer une nouvelle dynamique territoriale, ainsi que la mise en lumière du rôle de l'initiative nationale pour le développement humain en tant que partenaire majeur dans les efforts nationaux visant à réduire les disparités en matière d'accès aux infrastructures et d'impulsion du capital humain. À l'issue de cette réunion, le ministère de l'Intérieur, avec toutes ses composantes centrales, territoriales et sécuritaires, a réaffirmé son adhésion agissante et responsable à la mise en œuvre des hautes orientations royales visant à consolider le processus démocratique et à promouvoir le développement dans l'ensemble du royaume, tout en exprimant son engagement inébranlable au service de la patrie et des citoyens sous la sage conduite de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Et en marge de cette rencontre de travail annuelle avec les walis et gouverneurs, une autre réunion a rassemblé hier à Tétouan les responsables de différents départements ministériels. Sur la table, les moyens de mise en œuvre d'une nouvelle génération de programmes de développement territorial, un ambitieux chantier royal érigé en priorité dans le discours du trône. Retour à Nisrel Hamdawi. Les moyens de mise en œuvre d'une nouvelle génération de programmes de développement territorial ont été au cœur de cette réunion.
Ont pris part à cette rencontre des ministres de l'Intérieur, de l'Équipement et de l'Eau, de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports, de la santé et de la protection sociale, de l'aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville, de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, de l'inclusion économique, de la petite entreprise, de l'emploi et des compétences, ainsi que des walis et gouverneurs. Concrètement, cette réunion s'est penchée sur les moyens à même de favoriser la mise en œuvre de cet ambitieux chantier royal, en tant que priorité nationale, visant à réunir les conditions d'une vie digne aux citoyens. Cela passe à travers la promotion de l'emploi, le renforcement des services sociaux de base et l'adoption d'un modèle de gestion proactive et durable des ressources hydriques, outre le lancement de projets de réhabilitation territoriale intégrés. Les participants se sont dit conscients du poids de cette responsabilité qui requiert de redoubler d'efforts et de poursuivre l'adhésion et la mobilisation afin d'atteindre les objectifs escomptés de ce grand chantier royal, tout en mettant l'accent sur le caractère intégré des programmes prévus à travers des efforts soutenus. Le but étant de garantir la coordination et la transversalité selon une approche participative basée sur la fédération des efforts des différents acteurs locaux. Les différents participants ont aussi exprimé leur engagement pour se mettre au diapason des exigences de cette nouvelle étape dans le cadre d'une approche visant à consolider le développement spatial intégré et la gouvernance par résultat. À cet égard, ils ont souligné la nécessité d'œuvrer pour favoriser l'harmonie et la convergence des politiques publiques afin de répondre aux besoins des citoyens en vue de réaliser la justice sociale et spatiale. La solidarité marocaine se déploie une nouvelle fois en terre palestinienne dans la continuité des initiatives d'envergure menées sur le sol de Gaza. L'aide humanitaire et médicale d'urgence envoyée sur très hautes instructions de Sa Majesté le roi Mohammed VI, président du comité Al-Quds, est saluée par toutes les composantes du peuple palestinien. Retrouvons nos correspondants à Al-Quds, Abdelmjid El-Halaoui, Amin Amouré, Sobha Abou Zaid avec le récit de Zakaria Moukimbillah. Des camions chargés d'aide humanitaire marocaine entrent dans la bande de Gaza, acheminant des produits alimentaires, des médicaments, des couvertures et des tentes. Ces véhicules apportent une lueur d'espoir aux populations civiles dans le contexte d'une crise humanitaire persistante. Nous sommes reconnaissants au peuple et au gouvernement marocain. Nous remercions en particulier Sa Majesté le Roi pour les aides envoyées aux populations de Gaza. Ces aides contenant de la farine, du lait, des produits pour les enfants ainsi que des tentes nous sont des grands secours. Cela fait 2 ans que nous vivons dans la faim. Dieu merci aujourd'hui. Ces aides de produits alimentaires de base entrent à Gaza. Nous sommes reconnaissants au Maroc et à Sa Majesté le Roi. Cette nouvelle action humanitaire marocaine s'ajoute à d'autres initiatives prises par le Royaume depuis le début de l'offensive israélienne sur Gaza, notamment les aides acheminées par voie terrestre ou via le comité Al-Quds, présidé par Sa Majesté le Roi. À l'heure où le peuple palestinien traverse une crise humanitaire aiguë, l'initiative marocaine contribuera à alléger les souffrances des populations civiles. Le Maroc a été parmi les premiers pays à avoir pris l'initiative d'envoyer une aide humanitaire à la bande de Gaza. Cela nous soulage en ces temps difficiles. Nous sommes fiers de ce soutien de la part de nos frères marocains. Cette aide humanitaire s'inscrit dans la longue tradition du soutien du Maroc. L'aide ordonnée par Sa Majesté le Roi est une illustration des relations historiques entre le Maroc et la Palestine, des relations bien enracinées dans l'histoire. Le Royaume a de tout temps affirmé sa solidarité vis-à-vis du peuple palestinien frère et entrepris des actions de soutien. Retour chez nous avec, comme tous les samedis, votre rendez-vous hebdomadaire, l'escale culturelle. Ce soir, nous vous présentons un roman à fleur de peau porté par une plume sincère et profondément humaniste. Dans son ouvrage intitulé Jusqu'au dernier souffle, Habiba Touzani nous plonge dans l'univers d'un enfant autiste à travers le regard de celles et ceux qui l'accompagnent au quotidien. Un récit inspiré d'une histoire vraie où l'intime rejoint l'universel dans une invitation collective va aller vers ces enfants autistes qui sont simplement différents. Anouar Roumari, Youssef Mzani et Maria Aouad nous plongent dans l'univers de l'autrice. Il arrive un moment dans la vie où on ignore notre place, ni ce qu'on fait sur cette terre. On se retient de toutes nos forces pour ne pas vomir ce mal qui nous range de l'intérieur, cette colère qui nous étouffe.
Les mots ne suffisent pas pour crier son mal. Beaucoup de choses nous échappent. Elle est devenue en quelques années seulement, et en l'espace de 2 ouvrages, l'une des plus montantes de la littérature marocaine. Habiba Touzani Idrissi aime à explorer à travers la peinture et l'écriture, l'âme humaine, les sentiments et les affects de toutes celles et ceux qui peuplent d'une manière ou d'une autre l'espace-temps, sans avoir à rougir de ce qu'ils sont. Habiba est une personne, d'abord, elle est profondément humaine. C'est une personne qui est dans ce don de soi. C'est une personne qui est dans le partage. Ces mots ne sont pas que des phrases, c'est aussi des éclats d'émotion, c'est aussi des fragments de vie qu'elle dépose sur le papier. Et pour ce faire, rien de tel que de se plonger dans les méandres de la mémoire familiale, de celle qui donne matière à penser les difficultés hasardeuses d'une destinée où rien n'est figé. Et c'est à travers une thématique qu'elle connaît bien, l'autisme, que Habiba réitère le geste de la narration. Lorsque mon petit-fils a commencé à grandir, nous avons commencé à remarquer qu'il était différent des enfants de son âge. Il ne réclamait rien, il ne répondait pas à notre appel et il ne nous fixait même pas du regard. Après 1 année et demie d'incompréhension, le diagnostic est tombé. Mon petit-fils est porteur d'autisme. C'est avec un second roman plus intimiste intitulé « Jusqu'au dernier souffle » que l'écrivaine raconte les défis, les joies et les accomplissements d'une famille dont l'un des enfants, Yahya, est atteint d'une forme d'autisme dans un monde où la différence est bien souvent pointée du doigt. L'autisme, ce n'est pas une maladie, c'est juste une façon différente de percevoir le monde. Les personnes autistes ont souvent une sensibilité différente, une autre façon de communiquer. Mais loin d'être un énième roman larmoyant, Jusqu'au dernier souffle est un cri d'espoir dans un univers miné par l'indifférence et l'individualisme, obligeant ainsi le lecteur à se retrouver pour mieux se pardonner et mieux s'appréhender. Et si c'était cela au final que la littérature, une rencontre entre un écrivain et un monde qui n'en finit pas de rugir. Et l'autrice Habiba Touzani est l'invitée de l'Escale culturelle. Habiba Touzani, bonsoir et merci d'être présente parmi nous ce soir et de partager avec nous ce récit intime mais puissant. Bonsoir, merci à vous pour votre invitation et tout le plaisir est pour moi de partager avec le public les méandres de cet ouvrage. Justement, on va parler de votre roman qui s'inspire de la réalité puisque un membre de votre famille est atteint d'autisme. Comment l'idée vous est-elle venue de coucher sur une feuille des scènes de vie d'une personne autiste avec ses zones d'ombre et de lumière? Alors l'idée, il s'agit d'une pensée intime. Quand on côtoie, quand on vit tous les jours avec un enfant autiste, c'est mon neveu et c'est mon enfant de cœur, tout à fait. Donc là, on est dans des moments de quête, on est dans des moments d'attente, on est dans des moments où je vois ma sœur combattre, parce que pour moi, c'est la mère courageuse que je cherche aussi à mettre en lumière. Parce que souvent, quand on a un enfant autiste, ce sont les parents qui vivent plus cet autisme que l'autiste lui-même. C'est un combat quotidien pour les deux parents. Vous avez d'ailleurs choisi d'intituler ce roman « Jusqu'au dernier souffle » et c'est une manière pour vous de dire que l'autisme, c'est un combat familial quotidien, sans fin? Tout à fait, puisque c'est une maladie dont on ne guérit pas. En fait, on vit avec, on évolue et chaque jour on découvre une facette nouvelle et il faut bien vivre justement cet autisme. Et le but, c'est de pouvoir parler aux gens, leur dire que cet enfant, il est certes différent, mais c'est un enfant qui a tout simplement besoin d'être compris et non d'être jugé. On n'est pas là pour juger ces enfants qui n'ont pas choisi d'être autistes. Les dyslexiques n'ont pas choisi d'être dyslexiques, les trisomiques n'ont pas choisi d'être trisomiques. C'est-à-dire on vient au monde, on porte un destin
qui nous est imposée. Et on doit vivre avec. Et c'est ces différences-là que je cherche justement à mettre en relief et bien sûr... Ce qui est d'ailleurs intéressant dans votre roman, c'est que vous cherchez à nous plonger, à glisser le lecteur dans la peau du personnage principal, donc Yahya, en nous plongeant dans ses tréfonds. Votre but est de nous inciter à changer de regard sur ces personnes qui sont juste différentes. Tout à fait, parce qu'on a l'habitude souvent de parler sur les autistes. On n'a pas l'habitude d'être avec les autistes. Donc là, c'est comme si le but, c'est de se dire qui d'entre nous peut être épargné. On ne sait pas ce que demain nous cache. Et ce sont des enfants qui sont venus au monde et qui n'ont pas cherché à venir justement différents. Parce que des fois, on se pose même la question qui est différent. Est-ce que ce sont eux qui sont différents ou est-ce que c'est nous qui sommes différents? Où s'arrêtent les normes? Donc c'est ce genre de questions que je cherche à poser. C'est de comprendre ces différences, d'accepter ces différences et de se dire ce sont des enfants qu'on doit comprendre, qu'on doit épauler, qu'on doit soutenir. Surtout, c'est aussi un message lancé aux autorités, à la société civile, parce que le regard qui juge est un regard poignant et c'est un regard qui touche non seulement l'enfant, parce que c'est un enfant qui est hypersensible. On a l'impression qu'il ne comprend pas, mais non, au contraire, ce sont des enfants qui comprennent plus qu'on ne le croit et qui sentent justement quand il est accueilli ou quand il est rejeté. Tout à fait. Donc vous qui vivez justement ce combat familial au quotidien, de quelle manière le regard de la société impacte-t-il finalement le comportement de cet enfant ? Ah oui, il est impacté d'une manière réellement palpable, parce que ce sont des enfants qui ont l'habitude d'avoir un petit monde. C'est pourquoi j'ai parlé de bulle. C'est-à-dire une fois qu'ils sortent de ce monde-là, ils se sentent un petit peu désarmés, ils se sentent vulnérables, ils deviennent fragiles et ils n'acceptent pas de vivre dans la lumière ou de pouvoir entendre, parce qu'ils sont hyper sensibles. Leur capacité sensorielle, elle est mise à l'épreuve et ils sont facilement stimulés. Et quand il y a un regard qui est fort appuyé sur eux, là, ils peuvent avoir des stéréotypies qui sont assez désarmantes. Votre roman n'est nullement défaitiste, il est par contre porteur d'un message d'espoir. Lequel ? L'espoir est dans le titre lui-même, parce que quand je dis jusqu'au dernier souffle, ça veut dire que ce sont des enfants, ce sont des personnes, des adultes aussi, qui doivent vivre jusqu'à la fin et qu'on doit soutenir jusqu'à la fin. Ces bulles-là représentent justement ce monde intérieur dans lequel ils vivent, mais c'est aussi un monde qu'on doit respecter. On n'est pas obligé de s'introduire si on ne veut pas s'introduire, mais au moins on respecte leurs différences. Et le but, c'est de dire aux personnes normales, entre parenthèses, si on peut justement prétendre être toutes et tous normaux, c'est de pouvoir accepter, aimer ces enfants et leur donner aussi la chance de vivre et de s'exprimer à leur façon. Alors, vous avez choisi de consacrer à l'autisme tout un roman. L'écriture, pour vous, c'est vital ? Pour moi, l'écriture, c'est plus que vital. C'est ma façon, symbolique, de pouvoir faire passer quelques messages en espérant que ces messages puissent changer justement le regard qui est des fois trop dur, qui est des fois trop imposant, qui est des fois trop, je dirais même, stigmatisant pour ces enfants-là. Je vous remercie, Habiba Touzani, d'avoir partagé avec nous ce récit, et surtout cette leçon de courage et d'acceptation de l'autre, quelle que soit sa différence. Merci à vous de m'avoir donné l'occasion d'en parler et de sensibiliser les gens et surtout d'ouvrir quelques portes sur cette maladie-là. Un cri d'espoir. Merci à vous. Merci, Madame Habiba Touzani. Un mot de football à présent et direction Nairobi où le coup d'envoi du championnat d'Afrique des Nations des joueurs locaux a été donné aujourd'hui. Le Maroc participe à la 8e édition de cette compétition continentale. C'est demain que les hommes de Tariq Skitiwi feront leur entrée en lice face à l'Angola pour le compte du groupe A. Un premier match que les joueurs sont déterminés à remporter avec en ligne de mire passer la phase de groupe et viser le sacre. Le CHAN réserve pour la première fois cette édition à l'heureux vainqueur une récompense de 2 millions de $. Double détenteur du titre au Maroc en 2018 et en 2020 au Cameroun, le Maroc a hérité d'un groupe A aux côtés du Kenya, de la Zambie et de la RDC.
souhaitant bonne chance aux joueurs de l'équipe marocaine. Et voilà, c'était tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'information est à 21h. Excellente suite des programmes à tous sur Al-Oula.